Un des intérêts importants de Scilab est la possibilité d'effectuer facilement des calculs matriciels. Le logiciel fournit de nombreuses fonctionnalités permettant de manipuler aisément les vecteurs et les matrices. Donc avant de définir une matrice, on va d'abord définir des vecteurs. Donc ici, on définit un vecteur, donc c'est-à-dire une succession de valeurs par des crochets dans lequel on va insérer des éléments qui seront séparés par des espaces. Alors ça peut être séparé par des espaces ou des virgules. Donc ici, dans cet exemple, je définis un vecteur avec les valeurs 0, 1, 2, 3. On peut générer automatiquement un vecteur en utilisant l'opérateur deux points qui, dans ce cas, ici, permet de générer un vecteur allant de 0 à 1 par pas de 0, 2. Donc la syntaxe est simple, c'est que le premier élément donne le début, le premier élément du vecteur. Le dernier élément ici donne le dernier élément du vecteur. Et au milieu, on va spécifier le pas d'avancement entre le premier élément et le dernier élément. Et il va donc générer automatiquement la succession de valeurs correspondantes. Ensuite, lorsqu'on applique une fonction mathématique à un vecteur, eh bien, on va appliquer la fonction à chacun des éléments du vecteur. Donc ici, lorsque je fais cosinus de v, v étant défini ici, on va appliquer la fonction cosinus à chaque élément du vecteur. Donc on peut également définir des vecteurs colonnes. Ici, on l'a défini en ligne. Donc v est une succession de valeurs suivant une rangée. Ici, en spécifiant des points-virgules comme séparateurs plutôt qu'une virgule ou un espace, on va définir un vecteur colonne. Voici quelques fonctions utiles associées au vecteur. Donc la fonction length qui renvoie à la taille du vecteur, max qui renvoie à la valeur maximale, min la valeur minimale, min qui renvoie à la moyenne, sum qui va faire une somme de chaque élément du vecteur, prod qui va faire un produit de chaque élément du vecteur. Vous avez ici quelques exemples d'utilisation. En ce qui concerne la matrice, on va réutiliser les mêmes syntaxes que pour les vecteurs, sauf que cette fois, on va concaténer plusieurs vecteurs les uns à la suite des autres. Donc par exemple, pour définir cette matrice A, je vais définir d'abord la première ligne, donc 1, 2, 3, séparée par un espace ou une virgule, et ensuite on va passer à la ligne suivante avec l'opérateur point-virgule, ce qui va me permettre de définir la seconde ligne, etc. Donc là, on a défini une matrice carrée avec ces éléments. On peut définir automatiquement des matrices particulières avec les fonctions 0 qui définit une matrice nulle de taille n par m. Alors il faut voir que lorsqu'on définit une matrice avec donc ces deux dimensions, généralement le premier élément correspond au nombre de lignes, le second élément correspond au nombre de colonnes. Donc si par exemple je fais 0, 2,3, ça va me générer une matrice avec deux lignes et trois colonnes, et remplie de 0. Ensuite, dans les autres fonctions, donc là il y a la fonction once qui définit une matrice avec que des 1, la fonction I qui définit la matrice identité, c'est-à-dire 0 partout sauf sur la diagonale où on va avoir des 1, et rand qui va définir une matrice aléatoire avec des valeurs comprises entre 0 et 1. Pour accéder aux éléments d'une matrice, on va entre parenthèses spécifier le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc là, comme précédemment, on va suivre le même ordre. C'est que ici, on a le numéro de ligne, là, le numéro de colonne. Ainsi, dans cet exemple, A2, 3 signifie qu'on va regarder la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc dans ma matrice A, ça correspond, deuxième ligne, troisième colonne, ça correspond donc à cet élément 6. On peut, plutôt que de spécifier un seul élément en arrêtant la ligne et la colonne, on peut arrêter la ligne et ne faire aucune sélection sur la colonne, ce qui signifie qu'on va sélectionner toutes les colonnes. Donc avec cette écriture, on va sélectionner la deuxième ligne, toute la deuxième ligne, ici. On peut faire pareil avec une colonne. Donc par exemple, si j'écris A, donc 2,3,
Ici, on va sélectionner toute la troisième colonne. En effet, j'arrête la colonne numéro 3, je sélectionne la colonne numéro 3 et je fais aucune sélection sur les lignes, ce qui veut dire que je ne vais pas faire je ne fais pas de sélection sur les lignes. Ce qui, dans cet exemple, va me permettre de sélectionner la première colonne et donc j'aurai le résultat 3, 6, 9, un vecteur avec ces trois éléments. Ensuite, si je veux sélectionner plusieurs colonnes par exemple, donc là je ne fais aucune sélection sur les lignes et je sélectionne la première et la troisième colonne. Ce qui me permet donc de sélectionner ici ce vecteur et ce vecteur, qui sera une nouvelle matrice. Donc là ça va donner une sous-matrice de taille 3, 2. Donc dans le cas des vecteurs, ce qu'on a vu précédemment, donc je reviens un peu en arrière, par exemple si on définit ce vecteur U, si je tape U de 2, ça va me renvoyer le second élément qui est ici 1. Donc ça va me renvoyer 1. La numérotation des éléments commence à 1, c'est-à-dire que ceci c'est le premier élément, le deuxième, troisième, quatrième. Il en est de même pour les matrices. Ceci est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Ceci est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. À ne pas confondre avec le langage C, où dans ce cas, l'indice démarre à 0. Dans Scilab, on commence à 1. Donc, on peut, ici, je vous ai expliqué comment on pouvait accéder à un élément. On peut non seulement accéder à un élément, mais aussi le modifier. Donc là, par exemple, j'accède à l'élément de la deuxième ligne, troisième colonne, qui correspondait à la valeur 6. Je lui affecte la valeur 0. Et donc, si je tape A à nouveau, on voit que l'élément de la deuxième ligne, troisième colonne a été changé, a été remplacé par sa nouvelle valeur. Voici quelques fonctions utiles pour les matrices. Donc size qui renvoie à la dimension de la matrice, le nombre de lignes puis le nombre de colonnes. La fonction det calcule son déterminant. Ici, on calcule l'inverse de la matrice. Là, on renvoie son rang. Ici, on extrait la diagonale. Ici, on extrait la matrice triangulaire supérieure, triangulaire inférieure. Et spec renvoie les valeurs propres de la matrice. Toutes les opérations de base, addition, multiplication, division et puissance, sont directement applicables à la matrice, aux matrices. Donc on peut faire directement du calcul matriciel sans avoir à reprogrammer ces opérations. Par contre, il faut évidemment s'assurer que l'opération soit applicable, c'est-à-dire que les deux matrices pour lesquelles on applique l'opération soient compatibles. En effet, lorsqu'on a deux matrices AB, donc par exemple une matrice A avec des éléments réels avec n lignes et m colonnes, et si je définis une matrice B appartenant également à R avec P lignes et on va dire K colonnes, alors l'opération A plus B est possible seulement si n égale P et M égale K. Donc c'est-à-dire si A et B font la même dimension. L'opération de multiplication A fois B est définie seulement si M est égal à P, c'est-à-dire que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Si cette condition n'est pas réunie, alors vous ne pouvez pas faire le calcul et si là vous renverrez une erreur en vous disant que l'opération n'est pas cohérente. Donc pour la division, il faut que la matrice soit inversible, donc déjà qu'elle soit carrée et que son déterminant soit non nul. Vous avez ici quelques exemples d'applications d'opérations matricielles. Donc ensuite, lorsque on a une matrice et qu'on applique une opération, une fonction de base, cette fonction est appliquée à chaque élément. Donc par exemple ici j'ai défini la matrice 0, pi sur 2, pi sur 2, pi. Donc ce qui donne mathématiquement m s'écrit comme ceci. 0, pi sur 2, moins pi sur 2, pi. Donc si j'applique la fonction sinus, je vais avoir sinus de 0, ce qui correspond à 0. Pi sur 2, ça fait 1.
Moins pi sur 2, ça fait moins 1. Et pi, ça fait 0 également. Donc là, on a une valeur très petite. On est à 1,225 10 moins 16. Ici, la fonction exponentielle de t, si t est définie de cette façon, elle est appliquée à chaque élément du vecteur. Ce qui va nous permettre de tracer, comme on a fait dans le premier exemple illustratif pour la prise en main, où on a défini un vecteur temps, et on a appliqué la fonction a fois sinus de t, 3 fois t, pour tracer cette fonction. Donc là, c'est ce qu'on peut faire, on définit un vecteur temps, et on applique la fonction à ce vecteur, qu'on pourra tracer ensuite. La version matricielle des différentes fonctions existe en spécifiant un petit m après le nom de la fonction. Donc il est important de faire une différenciation entre une opération mathématique, donc comme la multiplication, qu'on va appliquer à deux matrices. Donc par exemple ici j'ai défini la matrice A et B. Donc si je fais A fois B, je vais faire l'opération matricielle correspondante et qui va donner donc une nouvelle matrice. Il existe également les opérations dites élément par élément ou alors terme à terme, où cette fois, au lieu de faire la multiplication matricielle, on va faire la multiplication mais seulement entre les éléments. Et pour cela, il faut que les matrices aient la même taille. Donc je vais détailler ce calcul. Donc quand on fait cette opération ici, A fois B, donc je vais réécrire la matrice A, donc ça fait 0, 4, 1, 2. Ça c'est mon A. Et ici j'ai mon B. Donc là c'est B. B, donc on va écrire sa définition, 1, 2, 5, moins 3. Donc quand je vais faire cette opération matricielle, le résultat de ce calcul, donc A fois B, c'est donc pour cet élément, ça va être 0 fois 1 plus 4 fois 5, ce qui fait 20. Pour cet élément, ça fait 0 fois 2 plus 4 fois 3, ça fait moins 12. Ici, pour cet élément, ça fait 1 fois 1, donc 1 plus 2 fois 5, 10. Donc ça nous fait 11. Et ici, 2 plus moins 6. Ça fait donc moins 4. Donc voilà, ça c'est une opération matricielle A fois B, l'opération de multiplication, et c'est bien ce que je retrouve. Par contre, quand on fait l'opération terme à terme, cette fois, l'idée c'est, au lieu de faire le calcul classique, alors pardon, je vais réécrire les deux matrices. Là, cette fois, on va les multiplier terme à terme, c'est-à-dire que l'élément qui est ici, ce sera 0 fois 1, donc 0. Cet élément, ce sera 4 fois 2, 8, 1 fois 5, 2 fois moins 3, donc moins 6. Voilà, donc c'est ce qu'on obtient ici. On a fait ce qu'on appelle une opération élément par élément. De la même façon, si je fais A au carré, donc si je fais A fois A, ou encore donc A chapeau 2, donc A au carré, ça revient à faire la multiplication donc de A fois A, 0, 4, 1, 2, 0, 4, 1, 2. Donc normalement cette opération mathématique c'est ce calcul 0 fois 0 plus 4 fois 1, 4, 0 fois 0 fois 4 plus 4 fois 2, 8, 1 fois 0 plus 2 fois 1, et ici 1 fois 4 plus 2 fois 2, 4, donc ça fait 8. Donc voilà le résultat de l'opération. Par contre, si je fais l'opération terme à terme, cette fois le carré il va s'appliquer non pas à la matrice, mais à chacun de ses éléments. Et donc cette matrice, si je mets chacun de ces éléments au carré, donc ça fait 0 au carré, ça fait 0, 4 au carré, ça fait 16, 1 au carré, ça fait 1, et 2 au carré, ça fait 4. Donc là encore, voici un exemple où on fait l'opération terme à terme. Je vais parler en détail d'un dernier cas qui reprend un peu cette idée, mais on va le travailler sur un autre exemple. Donc admettons que l'on veuille calculer une fonction. La fonction par exemple, donc f de t, qui est égale à exponentielle de t fois sinus de 3t.
Voilà une fonction mathématique et nous on va chercher quelques valeurs donc pour t compris entre 0 et 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir d'abord un vecteur t. Là on va prendre que quelques éléments, on va pas générer un vecteur très grand pour pouvoir rester simple. Donc on va dire 0, 0, 3, 0, 6 et 1. Donc on va prendre 4 valeurs. Ensuite, je vais définir une partie de la fonction mathématique, donc je vais appeler f1, donc une variable f1, qui est égale à exponentielle de t. Donc là, je fais comme si j'étais dans Scilab, hein. Donc là, on a le prompteur, on écrit les différentes instructions. Donc exponentielle de t, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un vecteur de taille 4. Pourquoi? Parce qu'il va appliquer la fonction exponentielle à chaque élément de t. Notre vecteur t, ici, il est de dimension 4. Donc ceci, le résultat de ceci, ça va être un vecteur avec 4 valeurs. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, on va définir f2, la deuxième partie, donc sinus de 3 fois t. Et là, c'est pareil, il va appliquer la fonction sinus de 3 fois à chaque élément de t. Donc on va se retrouver ici avec un vecteur à 4 éléments. Et donc qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant? On a envie de dire que ma fonction f, c'est égal à f1 fois f2, tout simplement. Et bien ceci, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? En tout cas, ça ne donnera pas le résultat espéré. Pourquoi? Parce que là, f1, c'est un vecteur de taille 4, f2, c'est un vecteur de taille 4. Donc, même mathématiquement, ce qu'on peut dire, c'est que f1, il appartient à R avec une ligne 4 colonnes. F2, c'est pareil, c'est un vecteur, donc avec, si on le voit, si on reprend la notation matricielle, une ligne, 4 colonnes. Et donc là, le nombre de colonnes ici n'est pas égal au nombre de lignes de F2. Et puis de toute façon, ce qu'on veut faire, ce n'est pas une opération matricielle ou une opération vectorielle. Nous, ce qu'on veut faire, c'est multiplier chaque élément les uns avec les autres, pour pouvoir avoir la valeur de exponentielle de t sinus 3t, mais pour chaque élément de t. Donc ce qu'on veut faire en fait, c'est une opération terme à terme, et donc l'opérateur qu'il faut utiliser, ce n'est pas multiplier, mais c'est point multiplier. Et dans ce cas, f, le résultat de f, ça va être un vecteur avec 4 termes, et chaque terme sera la multiplication des éléments correspondants. Donc là, on aura f1 de 1 fois f2 1, puisque c'est le premier élément de f1 fois le premier élément de f2. Ici, on va avoir le second élément de f1 fois le second élément de f2. Ensuite, ici, on va avoir le troisième élément de f1 fois le troisième élément de f2, etc. On a fait notre opération terme à terme. Donc on va, je peux faire cet exemple sur Scilab. Donc si je définis t comme une succession de valeurs, donc 0, 0, 0,3, 0,6 et 1. Donc t, c'est un vecteur de dimension 4. D'ailleurs, je peux voir sa taille en faisant length de t de 4. Ensuite, je vais définir f1 comme les valeurs de exponentielle de t. Voilà donc mon vecteur avec 4 valeurs. Et si je prends la taille, alors je pourrais utiliser length, là je vais utiliser size pour avoir et le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc de f1, il est de taille 1 par 4. f2, c'est égal au sinus de 3 fois t. Donc là, voilà, f2, c'est un vecteur de taille 4. Et donc si je voulais faire f égale f1 fois f2, voilà, il me dit que la multiplication est incohérente. Il y a une erreur, effectivement, je ne peux pas multiplier les deux vecteurs. Ils n'ont pas de dimension compatible, et de toute façon, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Nous, on veut avoir vraiment la multiplication d'un élément avec un autre pour pouvoir réaliser la fonction mathématique qu'on a vue. Donc là, je vais faire f
égale f1 point f2. Et là, f c'est bien un élément de 4, un vecteur à 4 éléments, et chaque valeur correspond à la fonction demandée. Donc par exemple, si j'avais fait pour le second élément de t, c'est 0,3. Donc si j'avais fait directement exponentielle de 0,3 fois sinus de 3 fois 0,3, ça me donne bien le second élément pour t égale à 0,3. On retrouve ici dans cet exemple, c'est exactement la même chose, mais avec le divisé. On ne peut pas diviser un vecteur et on peut encore moins diviser un vecteur par un autre vecteur. Donc ici, on met un point pour bien spécifier à syllabe qu'on veut faire une opération terme à terme.